Non, je remercie d'abord Marie-Pierre d'avoir essayé de définir le mot de régulation. Moi, en général, je ne m'y hasarde pas. Je fais plutôt l'inverse. Je regarde un petit peu quelles sont les pratiques à partir desquelles et qui sont nommées régulation. Et je retrouverai peut-être là une dimension évoquée par Alain hier à propos des pratiques, des expériences, et là en l'occurrence de régulation politique en rapport au territoire et à l'urbain, et donc vis-à-vis de ce qu'on appelle métropolisation. Alors je prends les termes, moi aussi, avec beaucoup de pincettes. Je les assume parce que ce sont des façons de dire, mais en même temps, ces façons de dire ne sont pas forcément des façons complètement validables, a priori, au moins par un chercheur, me semble-t-il. La question que je me pose ici, c'est une contribution de politologue, donc sur l'expérience bordelaise. Contribution de politologue, ça veut dire que je m'intéresse de longue date au territoire, aux villes. Je m'intéresse au pouvoir dans les villes. Et je m'intéresse aussi aux évolutions des diverses dimensions qui sont prises en compte et qu'on mêle et qui se mêlent dans la réalité, mais que peut-être les chercheurs auraient intérêt analytiquement à diversifier et à différencier. Le politics, les compétitions, les jeux des acteurs, des forces, mais aussi les policies, c'est-à-dire les politiques publiques, et ça on le fait à travers l'action publique par exemple. Mais il y a deux autres dimensions qui sont tout à fait centrales, et dans l'exposé de Pierre Velt, c'est aussi de ça dont il est question. C'est ce qu'on appelle la politie, c'est-à-dire l'espace politique, qui est le niveau où l'intégration entre un territoire ou une société, les institutions, des valeurs se constituent et perdurent. Et quand on parle, par exemple, de la décentralisation, de l'État jacobin, tout ça, c'est relatif à ce type de référence ou de dimension de politique. Et puis la quatrième, c'est celle qui est aussi à l'ordre du jour, qui est la question que les anglo-saxons appellent politicians, qui a à voir avec le personnel politique, avec aussi les fonctions politiques de direction, et qui a à voir aussi avec le peuple. Politician, ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui se crée entre des responsables politiques, par exemple, et des gouvernés. Et toutes ces dimensions-là, on peut les assumer aussi pour regarder ce qui se passe dans les régulations. Alors, dans ce propos-là, ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les changements dans les représentations. Comment les choses évoluent, finalement, au regard de cette question de ce qu'on désigne par métropole ou métropolisation. Pourquoi arrive-t-on, par exemple, à dire aujourd'hui Bordeaux métropole ? Il y a 20 ans, on aurait dit Bordeaux agglomération ou Bordeaux quelque chose d'autre. Et ça, on peut dire qu'on peut y réfléchir. On peut se poser des questions. Et là aussi, faisons référence à Alain Bourdin pour son intention méthodologique et théorique de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que d'écrire après, effectivement, des définitions de questionnement, comment on définit, comment on essaie de circonscrire des questions. Et moi, c'est mon problème, c'est effectivement le problème de tout sociologue. Goffman disait, un sociologue vise à dire ce qui se passe. Bon, moi, je suis moins ambitieux que ça. Je me pose la question de qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on peut penser de ce qui se passe. Donc, avoir au moins cette distance, qui est une distance de perspective analytique. Alors, je voudrais juste là dire 4 séries de petits points. D'abord, des intentions qui seront brièvement rappelées pour indiquer un petit peu pourquoi et comment, me semble-t-il, on peut poser des questions un peu rigoureuses. Le deuxième, c'est évoquer 2 modèles théoriques, analytiques, sur le leadership et sur les régimes de territorialité. Puis, troisième élément, c'est de voir une application à partir de 3 cas de figure, des cas de figure bordelais. Puis le quatrième, s'il y avait un peu de temps, ce serait de répondre à des questions résiduelles, dimensions résiduelles, notamment des échos à ce que j'ai entendu hier, par exemple sur le récit, etc. Alors sur le premier point, les intentions, c'est effectivement à partir d'un cas particulier, la contribution bordelaise au POPSU, d'une certaine façon, c'est d'essayer de voir dans la durée comment on peut lier temporalité et territorialité. Ça, c'est le premier élément
d'avoir un ancrage dans la durée pour comprendre un petit peu ce qui se passe ou ce qu'on peut penser qui se passe. Le deuxième élément, c'est d'un cas particulier, ne pas en faire un cas d'exemplarité, de singularité, je dirais, mais en faire une approche ou un élément qui permet des rapprochements, pas de la comparaison, mais quelquefois ce que Taylor appelle de la clarification par des contrastes d'une ville à l'autre. Et on pourrait le faire, dans la discussion, sans doute on pourrait le faire. C'est-à-dire qu'à travers le cas particulier, il y a aussi du général. Et cette montée en généralité, elle demeure pour partie à faire, mais en même temps, elle peut être médiée par des approches ou des perspectives analytiques. Troisième élément de mes intentions, c'est d'évoquer quelques paradigmes théoriques et aussi ce qu'on peut appeler, moi, ce que j'appelle des paradigmes pratiques, c'est-à-dire les façons dont on est appelé à dire les choses. Il est évident qu'aujourd'hui, dire métropole, métropolisation, c'est comme s'il y avait une réalité qui était tellement fractale que ça va effectivement toute la France, le monde, les grandes villes, mais ça va aussi, on peut l'entendre par exemple, au niveau par exemple, cantonal. Vous avez maintenant un discours sur il y a une métropolisation, une sous-métropolisation, etc. Donc il y a à travers des termes comme ça, des façons de dire, qui sont aussi des marqueurs de trois dimensions, me semble-t-il. D'abord des contextes dans lesquels on vit, aussi des lignées analytiques, et la réalité aussi se trame comme ça, et d'autre part des formes que prennent effectivement les choses de l'ordre du politique. Alors ça, c'est mes intentions. Mes intentions, c'est effectivement d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a des choses qui perdurent dans certaines villes, ce qu'on appelle le sentier de l'indépendance, c'est que maintenant il est devenu très connu, pourquoi des décisions s'enclenchent, pourquoi on se retrouve dans des situations que les décisions antérieures ont prédéterminées alors même qu'elles pourraient ne plus avoir de raison d'être. Et chaque praticien ou professionnel ici sans doute comprend ça, et les chercheurs aussi d'ailleurs. Alors le deuxième point, c'est des topics. Mais deux topics, c'est deux topics que j'utilise comme ça de manière analytique aussi, qui sont d'échapper finalement à l'héroïsation par l'homme politique, qu'on l'appelle notable ou qu'on l'appelle haute autorité ou ce qu'on voudra au responsable. Vous connaissez peut-être, ou certains d'entre vous le connaissent, un clivage qui était fait par Gregor Berns sur le leader, disant qu'il y a des leaders qui sont transformateurs et d'autres des régulateurs. Alors le problème, alors chacun va essayer d'identifier, ah bien celui-là, il est bon, dans les régulateurs, on en voit tout de suite dans des lieux prestigieux, mais on en voit partout, quoi. Bon, alors, mais la question, c'est que là aussi, il faut voir des jeux de système en réalité. Et le leadership, me semble-t-il, est un système. C'est à être considéré comme un système qui structure à la fois des façons de faire, de se rapporter à la réalité, et en même temps qui enclenche tout un ensemble de façons de procéder. Et je me suis fabriqué une petite utopie comme ça entre des leaderships que je dirais aventuriers, en reprenant ça de Mosca et Pareto, qui réfléchissaient un petit peu sur comment les leaders structurent des dispositifs de pouvoir, de direction, et des leaderships qu'on pourrait dire naturels, mais ce sont des termes, si vous voulez, qui sont purement conventionnels, qui seraient des gens qui émanent du lieu. Alors, qu'est-ce qui émane du lieu? C'est quel est le projet d'action qui est associé à un leadership? Ça, c'est une vraie question. Indépendamment d'un projet métropolitain, etc., il y a des projets d'action. Et un système de leadership porte un projet d'action. Quelquefois, on peut se dire, si on regarde, comme ça on peut être guidé vers la réalité, en se disant, est-ce que ce projet-là, il vient du haut? Est-ce qu'il est proposé à la société pour qu'on y adhère? Ou est-ce qu'il vient du bas? C'est une émanation du milieu. C'est une question. Alors, aucun n'est dans ces positions polaires, mais en même temps, ça aide à comprendre que le projet d'action ne vient pas tout seul. Et en ne venant pas forcément du même lieu, et dans la verticalité vers le haut ou vers le bas, ça n'a pas les mêmes effets. Le deuxième élément, le deuxième modèle, c'est un modèle qui porte non pas sur la dimension politicians, mais qui porte d'abord sur la dimension politique, sur les régimes de territorialité. Alors, cette notion, on peut la reprendre
comme un découplement de François Hartog par rapport au régime d'historicité, aussi à la théorie des clivages de Rocane sur la culture en Europe. Là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a changé dans nos représentations de ce que doit être ou comment est la société. Et par exemple, la métropolisation. Alors, il y a des grandes tendances d'évolution, des grandes tendances générales, des trends généraux, qui ont des applications particulières. Trends généraux, la métropolisation est un trend général. C'est-à-dire, bon, ce mouvement, tout le monde reconnaît, il y a mondialisation, etc. Il y a aussi un trend général qui serait, par exemple, la globalisation économique, la décentralisation, le gouvernement à proximité, qu'on retrouve un peu partout. Donc on peut lister un certain nombre de grands courants qui recomposent les façons dont on se représente ou dont opèrent les espaces politiques nationaux ou plus largement ou européens par exemple, continentaux, ou même infranationaux qui pourraient être par exemple dans les villes. Et les effets sont des effets particuliers. Bon, la métropolisation, on va dire, bon, il y a des effets de la grande coupure ou la séparation claire qui était entre rural et urbain semble atténuée. Voilà, il y a des néo-urbains, des néo-ruraux, etc. La société elle-même devient sans doute dédoublée. J'aime bien citer Oscar Necht sur l'espace public oppositionnel qui dit dans ces sociétés-là, il n'y a pas une société où tout le monde est amené à participer. Il y a aussi, tout le monde est appelé à participer par des élus qui cherchent des bases à proximité, mais en même temps, il n'y a qu'une partie qui peut le faire. D'où une explication, effectivement, des autonomies, des mouvements fusionnels ou des mouvements, par exemple, qui peuvent prendre des formes communicationnelles, des paysans qui jettent le lait dans les champs, etc. Il y a des mouvements, disons, qui sont des mouvements que Necht rapporterait à ces réalités de ne pas pouvoir être représenté ou cru représenté. Hier, Alain Bourdin a cité la référence, le terme de fragmentation. Il y a un sociologue italien qui s'appelle Bruno Dante qui disait les hommes politiques, au moins en Europe, disait-il, sont amenés ou condamnés à faire de la régulation ou à faire de la gouvernance dans la fragmentation, c'est-à-dire à ne pas pouvoir intégrer la totalité. Alors sur le troisième point, qui est le troisième point d'application sur le cas bordelais, je voudrais citer trois des systèmes de leadership qui se sont enclenchés depuis la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de comprendre d'où vient l'origine de l'intérêt pour l'agglomération ou la métropolisation, etc. Comment ça vient dans la tête des élus et d'un système dans lequel ces élus sont, disons, des figures conceptuelles, pour prendre le terme deleuzien. Alors, dans le chamanisme, il y a bien effectivement ce que Jacques Lagroix a analysé, qui a très bien résumé Marie-Pierre, mais il y a surtout un intérêt à réfléchir sur pourquoi il vient. C'est un leader qui vient été cherché de l'extérieur. Il vient là pour dédouaner une société qui avait eu des problèmes au moment de Vichy, pour partie, et qui visait à se reconstituer par ses élites, par le sommet. Donc il y avait effectivement la recherche d'un général résistant qui n'avait pas de projet spécifiquement à l'échelle de l'agglomération. Il avait un projet politique de réalisation personnelle. Ce qui va advenir, c'est que le projet et la dimension d'agglomération, et donc effectivement d'une ville plus large que la commune, va venir par le comité d'expansion, par une partie du patronat. Un patronat moderniste qui va porter une tentative, un projet de recomposition de l'activité économique sur la base de zones industrielles périphériques, dans les communes périphériques, qui va d'autre part essayer de jouer sur deux cartes, relancer le port, qui n'avait pas redémarré après la guerre, et d'autre part profiter de l'entre-gens de Chaban-Delmas au centre pour faire advenir un certain nombre de moyens financiers. Et de ce point de vue-là, le jeu à somme nulle dont parlait Pierre Welz n'est pas forcément la solution que le système chabaniste a assumé. Le système chabaniste assume au contraire, à travers les associés rivaux, faire un accord qui permet à chacun de gagner en partageant
les gains additionnels tirés de l'extérieur sont entrés en jeu. Alors ce système marche très bien, je dirais, jusqu'à ce qu'il y ait institutionnalisation par la communauté urbaine. Parce que ce système qui était une coaction, disons, une cogestion régulatrice, dès lors qu'elle va apparaître de manière publique, va apparaître effectivement difficilement assumable. Et on va avoir là une gestion et une régulation à deux vitesses. Une vitesse de développement à travers et l'appui à un projet métropolitain, industriel et économique de relance, et un projet clientélaire sur la base d'une pratique communale de clientélisme. La communauté urbaine, paradoxalement, va être considérée non pas comme un projet, une institution d'agglomération, mais comme une extension du pouvoir communal, avec un partage du pouvoir et des moyens entre les communes. Deuxième élément, ça va quand même déterminer le projet, disons, du comité d'expansion va déterminer l'espace et le périmétrage de la communauté. On va intégrer, par exemple, des communes qui vont vers le Vernon, où était le nouveau port. Bon, alors, tous ces trucs. Pour aller vite, je ne ferai pas le quatrième point, mais je vais dire les deux points sur Juppé. Qu'est-ce qu'il fait? On pourrait dire que d'un leadership qui était moteur de Chaban, on arrivera à un leadership tout à fait enquisté dans la société, et finalement avec une sorte d'assoupissement. Bon, c'est ce qu'on a dit au moins. Et Juppé va être aussi appelé par la Chambre de commerce, notamment, comme un leader externe, venant apporter une capacité d'entre-gens au niveau central, mais ça se fait au moment où la décentralisation intervenant, les capacités de l'État vont progressivement diminuer et qu'on va devoir recomposer une logique d'action et de conception au niveau local. Et la communauté urbaine va être partiellement réformée pour porter la conception d'un projet métropolitain. Partiellement, mais quand même, ça va le faire. La troisième phase, ou le troisième niveau, c'est la tentative Feltes. Alors Feltes, bon, on sait bien, il s'est fait battre à plat de couture pour la municipale de Bordeaux, mais portait, lui, immédiatement un projet qui était un projet métropolitain. Il avait, bon, on a parlé de la fabrique, bon, tout ça, Gilles en parlait hier, etc., parce que ça se produisait à Grenoble aussi. Il a développé toute une logique, on pourrait dire, de stylisation politique, qui disait finalement, voter pour moi, c'est... Alors il avait, par exemple, il a écrit un bouquin qui est un titre explicite, qui s'appelle « Demain c'est aujourd'hui ». C'est des titres paraboliques, ça. Demain c'est aujourd'hui, c'était de dire finalement que lui, il allait être en phase, et faire que la société métropolitaine allait être en phase avec le grand mouvement qui traverse la société occidentale en général, de telle manière que Bordeaux, par lui, allait s'identifier à une ville de pointe. Alors, je vais peut-être dire que là, oui, c'est quand même juste deux petits points de conclusion. Très rapidement. Hein, c'est véritablement deux petits points qui sont le fait que chaque élu politique, et dans chaque système politique, de leadership politique, il y a un problème central, c'est comment on fait les arrangements. Comment on fait les arrangements entre des attentes qui sont à la fois diversifiées dans les intérêts représentés, les idées, les institutions. Yves Surel parle des politiques publiques à partir de ces trois dimensions. Je crois que ça, c'est un des éléments forts. Le deuxième élément, ce serait de dire que, contrairement, en partie au moins, à ce que j'ai entendu hier, qui m'a beaucoup intéressé au demeurant, notamment par Magali Talentier, sur les stratégies, disons, institutionnelles ou politiques, on pourrait penser que ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle de l'anarchie organisée. C'est-à-dire, il ne faut pas surrationaliser les capacités d'action. Aucun des systèmes devenant très fragmentés et très complexes ne peut assumer une ligne de cohérence complète. Et le dernier point, c'est pour dire un point par rapport à Gilles sur le récit, évidemment, Alain Faure en parlerait mieux que moi pour le référentiel dans la vision que les Grenoblois ont défendue dans l'étude des politiques publiques, ce serait de dire que le récit, comme mode d'analyse, est un mode d'analyse qui a été
prônée par des auteurs comme DiMaggio et Powell, en disant que dès lors que beaucoup d'acteurs interviennent, le récit est une mise en récit. C'est-à-dire que c'est comment se construit, non pas simplement par un ajout de propositions, mais comment s'intègre d'une certaine façon une capacité à dire du projet. Et que le projet, finalement, devient à la fois ce qui va être reconnu et la façon de l'exprimer. Voilà. Ce qu'on appelle de l'anarchie organisée. C'est-à-dire, il ne faut pas surrationaliser les capacités d'action. Aucun des systèmes devenant très fragmentés et très complexes ne peut assumer une ligne de cohérence complète. Et le dernier point, c'est pour dire un point par rapport à Gilles sur le récit, évidemment, Alain Faure en parlerait mieux que moi pour le référentiel dans la vision que les Grenoblois ont défendue dans l'étude des politiques publiques, ce serait de dire que le récit, comme un mode d'analyse, est un mode d'analyse qui a été prôné par des auteurs comme DiMaggio et Powell, en disant que dès lors que beaucoup d'acteurs interviennent, le récit est une mise en récit. C'est-à-dire que c'est comment se construit, non pas simplement par un ajout de propositions, mais comment s'intègre d'une certaine façon une capacité à dire du projet. Et que le projet, finalement, devient à la fois ce qui va être reconnu et la façon de l'exprimer.